Il existe des animés comme ça qui peuvent parfois vous retourner l'esprit à un point que vous n'imaginez pas. Et des fois il se trouve même que ceux-ci ne sont pas forcément ceux auxquels vous vous attendiez. En effet, rangez tous votre petit chéri de Mirai Nikki, car l'animé dont on va parler aujourd'hui et qui a certes des ressemblances traite son sujet avec beaucoup plus de profondeur et d'intelligence que ce dernier. Mêlant habilement psychologie, action, science-fiction et même romance, celui-ci a clairement sa place dans ce que j'ai vu de meilleur ces dernières années. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans les Apanimes pour découvrir aujourd'hui Eden of the East. Eden of the East est pour une fois non pas adapté d'un manga mais de lui-même. Et oui, c'est plutôt rare de nos jours mais pour une fois l'anime est bel et bien une œuvre originale qui nous a été offerte par Kenji Kamiyama en 2009. Un réalisateur japonais qui a participé majoritairement à une œuvre ultra connue dans le domaine de la Japanimation aujourd'hui, Ghost in the Shell les amis. Et oui, rien que ça. Et quelque part je pense que vous retrouverez facilement les petites influences de ce dernier sur Eden of the East. Celui-ci a en effet tendance comme son aîné à jouer sur le mystère et sur un côté quelque peu malsain lors de toute la série. Seulement si vous êtes du genre à ne pas aimer ce genre de série qui aime jouer avec vos nerfs, ne partez pas tout de suite. En effet, là où Eden of the East se démarque, c'est sur ce paradoxe très intéressant entre des sujets à la fois très sérieux et des sujets légers voire amusants en même temps. On ne sait jamais vraiment comment prendre cette œuvre. J'ai à la fois beaucoup ri et en même temps je m'y suis beaucoup attristé. Elle possède un petit côté humain qui manque souvent selon moi à ce genre de série. Voilà pourquoi elle a particulièrement retenu mon attention. L'histoire de Eden of the East commence en 2011 aux États-Unis devant la Maison Blanche. Alors qu'une charmante jeune fille nommée Saki Morimi décide de jeter on ne sait quoi sur la Maison Blanche, elle va rapidement être interpellée par des policiers. C'est alors qu'elle va voir débarquer son sauveur qui va lui permettre de s'échapper avec une allure plutôt originale puisque celui-ci est nu avec pour seul objet sur lui un revolver et un portable. C'est ainsi que ces deux-là se rencontrent. Seulement cet homme déluré va vite se rendre compte qu'il est non seulement amnésique mais qu'en plus de ça son portable semble avoir quelques capacités spéciales. En effet, à l'autre bout du fil répond une femme à la voix plutôt mature du nom de Juice qui semble pouvoir réaliser n'importe lequel de ses vœux. Ne connaissant plus rien sur lui et sur les enjeux que peut engendrer ce téléphone, il décide alors d'enquêter sur sa situation et pour certaines raisons utilitaires, il sera amené à revoir Saki, la jeune fille dont on a parlé plus tôt. De celle-ci, il apprendra que 3 mois plus tôt au Japon, endroit d'où ce jeune homme qu'on nommera désormais Akira semble venir, pas moins de 10 missiles sont tombés. Et comme par hasard, il se trouve qu'en retournant chez lui, il y trouvera une bonne quantité de matériel pas très légal. Bref, à partir de là, il décide de rentrer au Japon en compagnie de Saki, avec qui on peut le dire qu'il accrochera vraiment bien. Et oui, car Eden of the East ce n'est pas seulement l'histoire de bizarreries et de complots, mais aussi celle de la naissance d'une relation pour laquelle vous prendrez vraiment un grand intérêt. Vous l'aurez compris, le but de l'intrigue sera donc de comprendre qui il est, qu'a-t-il fait, dans quoi s'est-il embarqué, pour quelles raisons, etc. Et sachez que derrière ces questions se cache une réponse à laquelle vous ne vous attendiez pas forcément. S'il y a bien une chose qui fait la force de Eden of the East, c'est définitivement le personnage principal. Malgré le fait qu'il se trouve dans une situation pas forcément très avantageuse pour qu'on le prenne au sérieux au début de l'anime, très vite vous surprendrez à adorer ce personnage. Il dégage un charisme fou, toutes ses actions sont toujours réfléchies et jamais il ne va faire des choses idiotes comme un certain Yuki. On a vraiment de la sympathie pour lui et ça explique d'ailleurs aussi pourquoi j'ai tellement aimé la relation qu'il développe petit à petit avec Saki. Rien n'est surjoué chez ces deux personnages. Saki est une fille, on peut le dire, quand même sacrément ouverte et tolérante, mais dont vous ne vous direz jamais qu'elle est idiote ou inutile à l'histoire, comme dans beaucoup de séries que j'ai pu voir. Elle permet même quelque part de nous apaiser quelque peu au fil de l'histoire, où je vous le dis, il se passera énormément de choses. Derrière ces deux protagonistes principaux, on trouvera aussi bien sûr bien d'autres personnages, tous autant allumés les uns que les autres, mais avec chacun des convictions valables et qui se tiennent. Laissez tomber le manichéisme habituel de beaucoup de séries car il ne s'agit ici au final que de la bataille éternelle qui aura lieu entre des partis politiques.
Allez, c'est parti. Alors je vais pas passer par 4 chemins, Eden of the East possède déjà ce que j'appelle la certification production IG. Et comme on pouvait s'y attendre de leur part, la réalisation est vraiment soignée avec des effets d'incrustation 3D bien maîtrisés et utilisés au bon moment, le mettant ainsi sur le même piédestal que les blockbusters de la Japanimation. Je mettrai aussi en même temps un véritable point d'honneur sur un type de chara-design que j'aimerais réellement retrouver plus souvent dans les productions de nos amis les japonais. Les visages des personnages sont particulièrement accentués pour vous faire passer leur expression et même parfois une certaine perversion qui fait froid dans le dos. Le chara-design est aussi particulièrement réussi, il n'y a en fait rien de vraiment extraordinaire, mais jusqu'à maintenant je n'ai trouvé aucun personnage lui ressemblant vraiment. Bon après c'est personnel mais le dessin de ses cheveux me plaît aussi vraiment beaucoup. Vous l'aurez compris, ce n'est donc pas ici que Eden of the East pêche, puisque encore une fois il a joué la carte de la différence. Mais alors, Eden of the East serait-il parfait? Un océan de bonté? Eh bien non, malheureusement les amis. La bête noire de Eden of the East, c'est décidément la musique. Elles sont franchement loin d'être mémorables. Et cela à cause d'une chose en particulier je pense, c'est que Lost compte pas moins de 25 musiques pour 11 épisodes. Même si bien sûr la répétition de la musique à trop forte fréquence peut parfois lasser, elle est en revanche nécessaire pour que les spectateurs s'en souviennent. Pourquoi pensez-vous que toutes les grandes séries, qu'elles soient américaines ou japonaises, possèdent toutes un thème principal? Car la musique c'est ce qui identifie une série, l'une des premières choses à laquelle vous allez penser quand on va vous en parler. Si je prends l'exemple de Clannad, je n'ai aucun doute sur le fait que vous avez tous au moins une musique en tête. Et pourtant j'ai eu beaucoup d'étonnement de voir que le compositeur n'est autre que Kenji Kawai, celui derrière la musique de Ghost in the Shell, Fate Stay Night, Higurashi no Naku Colony ou encore Seirei no Moribito qui possède l'un des meilleurs thèmes que j'ai jamais entendu. Malgré une host assez décevante donc, on fera tout de même une petite exception pour l'opening d'excellente qualité, Falling Down, puisqu'il est joué par un groupe que vous connaissez tous, Oasis. Il était de mise de le préciser quand on sait qu'il est très rare de voir des openings chantés en anglais. Celui-ci vous lance tout de suite dans l'ambiance mystérieuse de la série et vous prendrez toujours un certain plaisir à l'écouter. En conclusion, Eden of the East est un petit bijou qui malgré une OST déplorable mérite beaucoup plus de popularité et de visibilité que ce qu'il a actuellement. Alors que je regardais cet animé pour passer le temps, j'ai finalement découvert une perle dont il aurait vraiment été dommage de se priver. Si jamais vous êtes un fan des théories du complot, que vous êtes parano et que vous pensez que les Illuminati ont mis un somnifère dans votre bol de céréales ce matin, je ne saurais franchement que trop vous le conseiller. J'insiste particulièrement aussi que même s'il ne s'agit pas là du sujet principal, le côté romance et humour pourra aussi énormément plaire à beaucoup d'entre vous. Et surtout quand vous aurez terminé la série, sachez qu'il existe 2 films pour la conclure, contenant énormément de révélations, alors ne le ratez pas. Alors au final, quelle note cet anime récolte-t-il? Bonne question mon cher Watson. Après une réflexion peu poussée et selon une moyenne mêlant le scénario, la réalisation, la musique, les personnages et mon appréciation personnelle, c'est donc avec la note de 17,4 sur 20, précis à vue, que Eden of the East repartira. Pour le voir c'est simple, rendez-vous sur les sites Caseplay qui vous proposent non seulement une VOST-FR, mais en plus une VF parfaitement valable de ce que j'ai pu entendre pour les plus réfractaires. Si jamais vous souhaiteriez voir des séries ayant plus ou moins un rapport avec Eden of the East, on conseillera, et mon dieu que ça me fait mal de le dire, Mirai Nikki, notamment pour leur scénario qui se ressemble vaguement, ainsi que Psycho-Pass qui bien que plus éloigné a selon moi quelques ressemblances. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment passé avec moi, et je vous dis à tous, bye bye.